Alors Roger Falligot, bonjour et bienvenue. Bonjour. À la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Tricontinental, un livre qui est paru aux éditions La Découverte en novembre dernier. C'est un ouvrage documentaire passionnant qui est la première étude exhaustive en langue française d'un épisode de l'émergence du tiers-monde qui a pris place à La Havane en janvier 1966, à savoir la Tricontinentale. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'a été cet événement qui a été initié entre autres par Mehdi Ben Barka, Ernesto Che Guevara et Ahmed Ben Bella? Tricontinental, 3 continents, Afrique, Amérique latine, Asie. Et c'est d'abord un mouvement de non-alignés, c'est-à-dire des mouvements émergents du tiers-monde. Et l'idée a été qu'il y avait déjà un axe Afrique-Asie, avec des mouvements de décolonisation. Et les latino-américains, en particulier Che Guevara, effectivement, pour qui ça a été un axe central de sa philosophie politique, si vous voulez, a dit, ben voilà, il faudrait créer en fait un triangle avec tous les mouvements, je dirais, de décolonisation, les mouvements de guérilla, les mouvements qui luttent en gros, contre les Américains, puisqu'au même moment, il y a la guerre du Vietnam, et qui s'adossent sur la guerre du Vietnam pour organiser un énorme mouvement qui serait un mouvement d'émergence d'un tiers-monde militant. Voilà. Alors, l'origine de cette tricontinentale, il y a plusieurs personnes. Vous avez évoqué le Che, il y a de nombreuses personnes, mais il y a aussi une idée ou une volonté commune des participants, à savoir donc lutter contre le colonialisme, l'impérialisme et le néocolonialisme. Une idée qui peut être atteinte par des chemins bien différents. Comment est-ce que les organisateurs de la tricontinentale vont réussir à réunir 512 délégués autour de cette même idée ? Alors je dirais qu'il y a des personnages absolument centraux, c'est notamment Mehdi Ben Barka, qui est le chef de l'opposition marocaine en exil contre le roi Hassan II, un diplomate hors pair qui a été la seule personne capable pendant la guerre froide d'arriver à ce que les Chinois et les Soviétiques, on parle là du camp communiste, puissent discuter ensemble et soient prêts à être présents déjà dans cette tricontinentale. Ensuite, c'était un représentant du tiers-monde, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur toute l'Afrique militante, le panafricanisme, de Nkrumah, de Nasser, de Ben Bella, etc. Et puis, ils se disent, bon, en fait, c'est le mot d'ordre qui sera plus tard celui de Che Guevara, il faut créer 2, 3, plusieurs Vietnam, puisqu'il y a la guerre du Vietnam, les États-Unis sont en guerre avec le Vietnam, eh bien, il faut essayer d'isoler les États-Unis en créant d'autres foyers d'insurrection. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord avec cela, car dans la tricontinentale, vous allez avoir des gens qui sont non alignés, mais pacifiques. Par exemple, le Parti du Congrès indien, qui va être représenté par une dame qui est maire de Delhi, de New Delhi, et qui est une amie d'Indira Gandhi, qui devient Premier ministre en 1966. Vous allez avoir quelqu'un comme Salvador Allende qui va venir à La Havane en janvier 1966. Allende, eh ben, il est contre la guérilla en réalité. Il est pour un passage graduel par les élections au socialisme au Chili. Donc il dit d'ailleurs pendant la conférence, moi je ne crois pas qu'il faut utiliser les armes. Peut-être qu'on sera obligé de l'utiliser pour se défendre. Il n'avait pas tort, malheureusement c'était bien vu. Et voilà. Et puis il y a d'autres personnes tout à fait étonnantes. Par exemple, pour moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé à dépeindre, enfin à retrouver, c'est Josephine Baker. Voilà une femme dont on se moque souvent parce qu'on se dit elle fait du musical, toute nue avec ses bananes, etc., etc. En réalité, c'est une militante hors pair des droits afro-américains, mais des droits des Noirs en général. Et, chose extrêmement intéressante à mon avis, et je le raconte dans le livre, elle est quelque part un peu l'œil du général de Gaulle à la tricontinentale. Un général de Gaulle qui, lui, aimerait bien justement qu'il y ait une troisième voie entre les Américains d'un côté, les Chinois et les Soviétiques, en se disant peut-être que je peux moi aussi, un peu à la manière de Fidel Castro, être un leader de cette troisième voie qui est la tricontinentale. Alors justement, quelle est la place de la France et du général de Gaulle dans l'esprit de cette continentale, puisqu'ils ne sont pas présents, bien entendu? Alors bon, c'est très contradictoire, naturellement. Preuve en est qu'il y a un rapport qui a été fait par Ben Barka qu'il envoie à Ben Bella, le président de l'Algérie nouvellement indépendante, et lui dit « Mon cher frère,
Eh bien, écoute, la position de gaulliste, elle est un peu contradictoire. D'un côté, le général de Gaulle n'arrête pas de faire toute une série de déclarations qui sont complètement anticolonialistes. Hein, que ce soit à Saint-Domingue, contre l'invasion américaine à Saint-Domingue, que ce soit la déclaration de Phnom Penh au Vietnam, au Cambodge, pardon, où il dit qu'il faut que les Américains quittent l'Indochine. Et puis d'un autre côté, il y a une politique africaine qui est menée par Jacques Foccart, le coordinateur des services secrets à l'Élysée, qui est quand même contre les mouvements hostiles au néocolonialisme. Donc il y a cette espèce de contradiction. Mais véritablement, le général de Gaulle est assez intéressé. Et d'ailleurs, comme vous le savez, Mehdi Ben Barka a été kidnappé 3 mois avant la conférence, c'est-à-dire en octobre 65. La conférence a lieu en janvier 66. Il est kidnappé dans des conditions qui, encore aujourd'hui, nécessitent encore de nouvelles enquêtes. Je veux dire par là qu'on sait que c'est les services marocains qui l'ont kidnappé, mais par contre, je raconte dans mon livre dans quelles conditions les Américains ont pu jouer un rôle extrêmement important. Mais sachons que le lendemain du jour où il a été kidnappé, autrement dit, s'il n'avait pas été kidnappé devant la brasserie Lippe à Paris, il avait rendez-vous à l'Élysée avec le général de Gaulle, précisément pour parler de cette tricontinentale. Vous voyez un peu l'importance qu'elle pouvait avoir, au moins dans l'esprit du général. Et pour terminer, quand, après la tricontinentale, des mouvements de guérilla vont s'organiser, singulièrement en Bolivie avec Che Guevara, l'agent de liaison de Che Guevara, qui est le français Régis Debray, va être arrêté, a failli être fusillé. Enfin bon, si De Gaulle n'était pas intervenu avec sa diplomatie, vraisemblablement que Régis Debray ne serait pas avec nous aujourd'hui. De la même façon, quand le Che Guevara en 67 est tué, un certain nombre de ses compagnons continuent à circuler en Bolivie et s'enfuient vers le Chili. Et bien là, le général de Gaulle accepte que les Chiliens fassent passer les rescapés de la colonne Guevara par la France pour pouvoir ensuite rejoindre Cuba. Vous voyez, il y a cette attitude donc, qui est assez particulière et assez passionnante de certains côtés. Et ça a été pour moi une découverte, je ne vous le cache pas, beaucoup de choses que je révèle dans ce livre, du côté des gens qui ont organisé la tricontinentale, mais aussi du côté américain, parce qu'il y a aussi des archives. On sait ce que faisait la CIA, on sait ce que faisait le président Johnson. C'est shakespearien comme histoire. Alors justement, pour mener cette enquête, vous avez voyagé dans le monde entier, vous avez consulté de nombreuses archives, rencontré les survivants de cette tricontinentale. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette enquête, de la façon dont vous l'avez menée? Naturellement, c'est quelque chose, c'est ce que j'aime bien faire en général, c'est de faire, notamment quand c'est une enquête un peu à travers le monde. Là, il y avait plusieurs enjeux, puisqu'il y avait les enjeux d'obtenir un certain nombre d'archives. Et là, je dois dire que j'ai eu la possibilité d'avoir accès aux archives de la tricontinentale à La Havane, ce qui est une chose, c'est une première. À rencontrer un certain nombre de gens. Ils avaient leur point de vue sur ce qui s'était passé, mais j'essaie de les interviewer toujours au plus près du factuel. Comment ils avaient organisé cette tricontinentale, comment ils l'avaient protégée aussi, puisque à plusieurs reprises, la CIA va essayer de tuer Fidel Castro pendant la conférence de la tricontinentale. Et voilà, et j'ai fait un certain nombre d'interviews, et puis ensuite j'ai choisi des pays qui étaient essentiels. Par exemple, un des personnages clés dans cette affaire, c'est un chef du mouvement de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, Amilcar Cabral. Il sera assassiné malheureusement en 1973. Mais j'ai été voir au Cap-Vert tous ces adjoints qui étaient là aussi à la tricontinentale, dont Pedro Pires, qui depuis est devenu président de la République au Cap-Vert. Parce qu'il y a évidemment un suivi, ils deviennent quelque chose, ces gens. Et puis, de la même façon, au Vietnam, c'était assez intéressant et émouvant, puisque les Vietnamiens, j'ai rencontré notamment Mme Nguyen Thi Binh, qui a été ensuite négociatrice avec les Américains pour la paix au Vietnam. Elle m'a dit, mais s'il n'y avait pas eu la tricontinentale et s'il n'y avait pas eu en même temps tous ces mouvements de manifestation en faveur du Vietnam, on n'aurait jamais pu négocier de façon positive comme on l'a fait avec les Américains. Donc c'était là aussi très intéressant de voir après coup. Et puis j'ai recoupé tout ce que j'ai pu comme information sur ce sujet, naturellement. Alors, au moment de la tricontinentale, c'est un contexte historique très particulier que vous avez évoqué. On est en pleine guerre froide, il y a le Vietnam qui est en pleine ébullition, il y a un bouillonnement révolutionnaire, beaucoup de bouillonnement révolutionnaire dans le monde entier. Aujourd'hui, quel héritage est-ce que l'on a de cette période et de la tricontinentale? Évidemment qu'on peut dire que l'héritage peut être négatif, dans le sens où, parce que ça a représenté un véritable danger pour la Maison-Blanche, pour Washington, pour Johnson, ils ont mis des moyens considérables pour essayer de liquider tous les responsables de ce mouvement. Et ils ont réussi d'une certaine façon. Alors, ça a eu pour impact et pour effet que énormément de leaders des élites africaines, en particulier, ont été assassinés et qu'à leur place ont été mis des gens qui étaient sans doute beaucoup plus insignifiants et moins intéressants du point de vue de l'histoire de leur propre pays. Ça, c'est une chose.
Après, on pourrait dire qu'évidemment, ça a été un échec si tant est qu'on se rende compte que les Soviétiques, pas plus que les Américains, n'avaient intérêt à ce que ça réussisse. Donc, en général, on dit, par exemple, Cuba était dans l'orbite soviétique. À ce moment-là, elle ne l'est pas. Et c'est une des occasions que pensaient avoir les dirigeants cubains d'être beaucoup plus indépendants, de ne pas tomber dans l'escarcelle soviétique ou chinoise. Et en réalité, évidemment que, comme ça a été un échec au point de vue militaire, au point de vue économique et politique, eh bien, ils ont, les années suivantes, Fidel Castro s'est complètement aligné sur Moscou, comme on le sait. Bon, voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi un échec. Par contre, ça a été une école de formation pour énormément de gens du tiers-monde. Et ça m'a frappé. Par exemple, prenez le chef de la délégation algérienne, Lakhdar Brahimi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est nommé par l'ONU pour s'occuper, alors évidemment c'est compliqué, du dossier syrien. Mais tout ça, c'est parce qu'il a une compétence, je dirais, diplomatique qu'il a acquise. Voilà, en tant que diplomate de Ben Bella, de Bouteflika ou de Boumedienne. Il y a la révolution entre guillemets, la révolution d'Égypte il y a 3 ans. Et ben, beaucoup de gens avaient le portrait de Khaled Mohyedine, de la gauche égyptienne, qui avait lutté contre Moubarak aussi bien que contre son prédécesseur Sadat. Et bien, Mohyedine était également le chef de la délégation égyptienne représentant Nasser. Donc il y a là quelque part, vous voyez, il y a, je dirais, une continuité, une formation de ces gens qui continuent à jouer un rôle. Maintenant, on peut se poser la question, naturellement, je me la pose et je la pose au lecteur, mais je n'y réponds pas, c'est au lecteur de répondre. Est-ce que si cette destruction systématique de tous ces cadres du tiers-monde n'avait pas eu lieu, parce qu'on parle de l'Afrique, mais il y a 500 000 morts en Indonésie à ce moment-là, il y a énormément de... Bon, est-ce que la guerre froide aurait pris une autre tournure ? Est-ce que l'axe que voulait créer aussi bien précisément ces latino-américains, ces africains, ces vietnamiens et, disons, des gens comme le général de Gaulle, etc., avaient chamboulé complètement l'histoire de la guerre froide, est-ce qu'on en serait où on en est sur le plan politique, stratégique et économique? Ça, c'est une vraie question.